20h36 ici au studio de Radio Canal K. Sachez que vous nous suivez en direct sur le www.canalk.ch depuis Aro en Suisse alémanique. Nous discutons ce soir de l'élection présidentielle au Togo. Nous recevons tout de suite notre quatrième invité qui est déjà en ligne, Rodrigue Pogli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Vous avez eu à participer à beaucoup d'émissions ici même dans nos studios. J'espère que nos auditeurs vous connaissent certainement déjà. Et le 4 mars dernier, les Togolais se sont exprimés par le biais des urnes. Et selon le rapport préliminaire de l'Union européenne, cette élection ne répond pas aux normes. Et fait curieux, certains chefs d'État africains s'en réjouissent du bon déroulement et félicitent le président sortant. Déjà, est-ce que cela, c'est le panafricanisme? Rodrigue. Non, mais écoutez, les dirigeants africains actuellement ne s'occupent pas du panafricanisme, ce n'est pas leur problème. Ceci dans la mesure où le fait même qu'ils aient accepté le maintien des frontières africaines après la soi-disant indépendance démontre à suffisance effectivement que ces gens-là ne travaillent pas pour l'Afrique. Parce qu'il faut savoir que les frontières de l'Afrique ont été dessinées à l'équerre et au compas des puissances impérialistes qui se sont retrouvées en Allemagne pour faire le découpage, le morcellement de l'Afrique à cette période-là. Donc, ces gens n'ont jamais été au service du peuple africain. Ils n'ont jamais résolu aucun des problèmes des Africains. Donc, encore une fois, c'est le syndicat des dictateurs africains qui s'est retrouvé et qui, qui sont ceux qui saluent cette élection. C'est Ben Ali, on le connaît bien. Il a militarisé son pays avec, c'est un état policier en Tunisie, avec environ 200 000 policiers qui surveillent le peuple de façon constante. Blaise Compaoré, un des dictateurs les plus fins. Et qui est le facilitateur tout à fait. Pour le Togo, oui. Oui, et après lui, il y a Kadhafi, qui aussi chante le panafricanisme, mais dans les agissements montre clairement que cet homme n'a jamais été de cœur avec l'Afrique, parce qu'il faut savoir que son positionnement en ce qui concerne le panafricanisme était un positionnement stratégique, géostratégique surtout, parce que lorsqu'il a échoué dans le projet qu'il ambitionnait, qui consistait en l'Union Maghreb arabe, lorsqu'il a échoué dans ce projet, il s'est rabattu sur l'Afrique, alors justement qu'il était aussi le paria déclaré sur l'échiquier international, parce qu'effectivement, il était soupçonné d'être un des parrains des attentats de Lockerbie. Donc, tout ce monde-là ne travaille pas pour l'Afrique. Donc, encore une fois, c'est un syndicat qui soutient un de ses membres. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer autour de ça, quoi. Maintenant, la réalité, c'est que j'ai entendu tous les intervenants, les gens parlent de l'Union européenne, tout ça, qui a financé avec l'argent du contribuable européen l'organisation de cette élection. Ça, c'est une fumisterie. Il faut à un moment donné que les Africains comprennent comment fonctionne le monde, quoi. C'est-à-dire que les Occidentaux ne vont pas prendre leur argent pour aller aider les nègres, entre guillemets, à se libérer, quoi. Ça, c'est de la fumisterie. Il faut qu'on arrête de nous mentir à nous-mêmes. Et malheureusement, nous n'avons pas encore compris comment fonctionne le monde et on pense que l'Union européenne est allée soutenir des élections transparentes au Togo. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte de cette illusion-là. L'Union européenne est allée juste pour constater, apporter sa caution à un régime dictatorial, point barre. Elle a relevé un certain nombre d'irrégularités. Après, quel a été son cheminement? Constater ces irrégularités, les minimiser, puis déclarer que par rapport au cycle électoral de 2005, celui qui vient de se dérouler était un progrès, était une amélioration. Donc, il faut que les Noirs cessent de se mentir à eux-mêmes, parce que dans ce monde-ci, nous n'avons pas d'alliés. Et l'histoire l'a démontré. Depuis le 7e siècle déjà, l'Afrique est envahie, les Africains souffrent depuis lors. Le 15e siècle, les Occidentaux sont venus avec l'esclavage et tout. Et après, c'est la colonisation. Donc, si nous n'avons pas encore compris que nous n'avons pas d'alliés et que tout le monde veut profiter des richesses de l'Afrique sur notre dos, tant mieux. L'Union européenne est allée pour soutenir
un régime qui lui rend service depuis 50 ans déjà. Hein. Mais jusque-là, la France n'est pas encore prononcée sur cette élection. Qu'est-ce que vous voulez? Le faiseur de roi ne parle pas. Dans la tradition africaine, vous savez ce qu'on appelle les faiseurs de roi. Et Fioton ne parle pas. Il est toujours dans l'ombre. Hein. Il ne se signale pas. La France, c'est un pays totalement négrophobe et qui ne s'en cache pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour l'instant, la France ne prend pas position, mais ça ne veut pas dire que la France n'agit pas. La France n'agit pas, la France agit. Hein, ce silence équivaut clairement à soutien. Seulement, le fait est que Sarkozy a choisi la voie décomplexée de la France-Afrique. Il n'agit pas comme Chirac et les autres et ses prédécesseurs. Aujourd'hui, lui, il agit de façon plus fine. Donc, voilà, on n'est plus dans le même registre. Et donc, le silence de la France n'influe rien strictement en notre faveur. Ce silence, plutôt, équivaut à une acceptation tacite du système en place. Et la France mise sur le temps pour pouvoir sortir plus tard et accompagner tout tranquillement le régime. Vous avez vu que Sarkozy était tout récemment au Gabon, après que le fils Bongo ait fait ce qu'il a fait. Bon, la France est allée sans état d'âme. Hein. C'est comme ça. Tant que nous n'aurons pas compris le monde dans lequel nous sommes, bon, nous allons continuer par nous mentir à nous-mêmes. La France a clairement soutenu ce régime. Et lors de la préparation de ce cirque électoral, c'est la France qui a équipé la FOSEP. Hein, c'est la France qui l'a équipé. Et Charles Debache, qui est à Lomé, bon, continue de bénéficier de l'appui de son pays natal, la France. Donc, écoutez, le Sénat de la France, il vaut clairement soutien de ce régime. Et il faut savoir ceci aussi. C'est la France qui a clairement manœuvré pour obtenir l'éjection de Jictis Olympio. Parce qu'en réalité, Jictis Olympio n'a été malade en rien du tout. Hein? La France a utilisé un certain nombre de compatriotes togolais pour bloquer la candidature de Jictis Olympio. Parce qu'il faut savoir que Jictis Olympio était pratiquement il est en fin de carrière politique. Donc, quelqu'un qui est en fin de carrière politique alors qu'il a été toujours triché est dangereux potentiellement. Oui, effectivement, parlant de M. Gilles Olympio, est le principal président de l'UFC. Jusque-là, il ne s'est pas prononcé et après les résultats provisoires. D'ailleurs, son attitude veut dire simplement que d'ailleurs, le fait même qu'on avait vu Jictis Olympio s'impliquer un peu dans cette campagne était le signe même de ce qui se passait. C'est-à-dire que Jictis Olympio savait très clairement qu'il a été écarté parce que la France et le pouvoir togolais étaient parvenus ou bien avaient fini par faire admettre à un certain nombre de Togolais que c'est Jictis Olympio qui empêchait l'alternance de se réaliser au Togo. Donc quand ils l'ont éjecté, bon, finalement, Jictis Olympio, sachant que le peuple togolais ne comprendra pas son silence, bon, il a fait bon cœur contre mauvaise fortune pour s'impliquer un tout petit peu dans cette campagne. Mais aujourd'hui, les dégâts sont là. Ceux qui ont assumé cette position doivent venir devant le peuple et dire clairement ce qui s'est passé au travers des services élyséens, notamment au travers de Claude Guéant, qui ont manipulé, qui ont pris un certain nombre de compatriotes togolais pour pouvoir bloquer la candidature de Jictis Olympio. Donc, clairement, tout le désordre que vous voyez aujourd'hui au Togo est l'œuvre de la France Afrique, quoi. Voilà. Restez toujours en ligne. Depuis Bon, nous allons recevoir le confrère Romain Koudodi qui a certainement quelques réactions ou une question à vous soumettre également. Romain. Oui, cher confrère Pogli, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai, dans un premier temps, une objection quant à la position de la France face au Togo, et ensuite viendra ma question. La première objection est celle-ci. Et est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop vite d'aller en besogne que de ne pas attendre d'abord le rapport définitif de l'Union européenne avant que la France ne se prononce sur l'élection au Togo? À partir du moment où le rapport est intitulé rapport préliminaire, je pense que le rapport définitif viendrait et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous attendrons pour juger la France à l'épreuve, sur pièce. Et la deuxième question, elle est celle-ci. Vous avez trempé votre plume dans du vitriol contre l'opposition il y a quelques jours.
en dehors de la conquête du pouvoir par l'alternance qui ne vous enchante guère? Que proposez-vous concrètement et que faites-vous à cet effet personnellement pour pouvoir s'impliquer à fond dans la nouvelle idéologie que vous prônez, non seulement pour le Togo, mais toute l'Afrique? Oh, bah, écoutez, cher ami, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que vous serez bien naïf de croire que l'Union européenne va se déjuger dans un rapport définitif. C'est-à-dire que vous semblez ne pas être dans ce monde où nous vivons, quoi. Les Noirs, l'Afrique a été toujours traitée de cette façon-là. Vous ne verrez personne venir en aide au peuple noir. On a massacré les Africains un peu partout. Vous êtes en Allemagne, vous voyez les Allemands sortir dans les rues pour soutenir le peuple, les Noirs. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Iran? On a tué une seule personne, Neda, lors des manifestations des Iraniens contre ce qu'ils appelaient la fraude électorale d'Ahmadinejad. Vous n'avez pas vu tout le tintement médiatique et les soutiens dont les Iraniens ont bénéficié dans les capitales occidentales? Non pas parce que les Occidentaux étaient solidaires avec le peuple iranien, mais c'est les intérêts. C'est comme ça. Tant que nous n'allons pas comprendre ce qui se passe, on va continuer par entretenir ce genre de discours comme quoi il faut attendre, le rapport définitif, tout ça. La France a été toujours aux côtés des dictateurs africains. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas cette nuit que je vais vous l'apprendre. Vous devez le savoir très bien. Donc, la machine à fraude a été installée au Togo depuis 1956. Depuis 1956. Et pourquoi c'est en 1956? Parce que c'est en 1956 que la France, puissance tutélaire du Togo, avait organisé sous l'instigation de l'ONU en ce moment le référendum sur la question de l'autonomie. Et les Togolais se sont massivement prononcés pour l'autonomie. La France avait truqué les résultats en faveur des progressistes. C'est ainsi qu'il y a eu des manifestations violentes dans le pays, ce qui a obligé l'ONU à envoyer une mission d'enquête dans le pays. Et cette mission a été dirigée par le Libérien King, qui a conclu effectivement au trucage de ces élections. Et la France était obligée de réorganiser ce référendum en 1958. Une fois encore, les Togolais s'étaient bien prononcés en faveur de l'autonomie. C'est ainsi que 2 ans plus tard, les Togolais, sous l'instigation de Sylvanus Olympio, sont clairement allés à l'indépendance. Donc, et cette petite parenthèse de l'indépendance a été refermée vite. Comment? Dans le sang, en assassinant le président démocratiquement élu en 1963. Et à partir de là, la machine à fraude a été réinstallée, perfectionnée de façon constante. Donc aujourd'hui, cet outil de fraude a été perfectionné et aujourd'hui, on ne voit plus du sang couler abondamment dans le pays, mais cet outil de fraude a été une fois encore vérifié à partir du moment où le pouvoir a déconnecté la machine satellitaire qui devait transmettre les résultats, etc. et procéder par l'achat des consciences. Donc, clairement et nettement, si vous ne savez pas encore que la France est un pays fondamentalement colonialiste et qu'on ne le caresse pas dans le sens du poil, bon, vous avez tout faux. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire. Nous ne sommes pas en train de tronquer les faits, mais les faits sont ce qu'ils sont. Ils sont difficiles à supporter, mais c'est la réalité. Et la réelle politique et la réalité du monde dans lequel nous sommes nous impose de lire clairement les choses et de dire ce qu'il y a. Bon, sur la deuxième question que vous posez, à savoir que voilà, j'ai trempé ma plume dans le vitriol, tout ça, bon, c'est bien, c'est beau, cette expression. Mais si je ne sais pas si vous avez lu l'interview du début jusqu'à la fin. Sinon, vous aurez compris que je n'étais pas du tout violent et très très critique à l'égard de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes amenés à faire un constat, c'est que depuis 20 ans que cette opposition a choisi la voie électorale ou électoraliste, on voit le résultat aujourd'hui. Et à quoi ça sert de continuer une entreprise qui se révèle ruineuse? Aujourd'hui, il faut changer de stratégie. Si vous ne l'avez pas compris, bon, ça c'est votre problème, mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de Togolais sont en train de comprendre que la voie électorale n'est pas une solution. Et les Africains, d'une manière générale, vont se rendre compte progressivement que la voie électorale est un piège tendu par le système, parce que nous n'avons pas encore des États en Afrique.
c'est les États qui organisent les élections. Nous n'avons que des clans. Nous n'avons que des clans. Donc, à partir de ce moment, il faut d'abord travailler pour, dans un premier temps, conscientiser nos frères africains de la nécessité de la lutte pour nous libérer, parce qu'en réalité, notre lutte est une lutte de libération. Exactement, oui. Si nous faisons ça, après ça, bon, on bâtira des États qui auront pour principe fondateur la satisfaction des intérêts communs, de l'intérêt général. Et si l'intérêt général est au centre des préoccupations de l'État, bon, à partir de ce moment, on pourra organiser des élections. Mais avant ça, ne mettons pas les bœufs avant les charrues, quoi. Et Romain, vous avez la parole. Oui, Monsieur Rodrigue, écoutez, j'ai bien lu votre interview et je sais où vous voulez en venir. On se comprend entre confrères. Mais je voudrais seulement vous rappeler que devant la situation problématique des élections en Afrique, il y a deux pôles qui se sont dessinés. Il y a des participationnistes qui veulent confronter le pouvoir en place dans leur turpitude en les affrontant par le biais démocratique, passant par les urnes. Il y a d'autres, par contre, qui ont compris assez tôt. Le CTR de mon ami Isidore Lanzo, par exemple, qui a compris que c'est assez flou de pouvoir aller aux élections. Il cherche aussi des solutions. Mais néanmoins, ceux qui aujourd'hui en font les frais sur le terrain et qui essayent de par leur risque de leur vie, de pouvoir affronter cette situation problématique, ne mérite-t-il pas notre respect? J'ai bien lu votre interview. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout lu le test, parce que dans le test même, j'ai parlé de ceux qui sont arrêtés et qui sont emprisonnés et que nous devons travailler à leur libération. Maintenant, si vous pensez que, bon, voilà, ce qui se passe actuellement au pays est un progrès, tant mieux. Mais sachez que nous qui sommes à l'extérieur aussi, nous avions longtemps fait le terrain et que nous avons aujourd'hui, nous portons les séquelles de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous ne dormons pas. Tous les jours, nous sommes très préoccupés de la situation dans notre pays. Mais une fois l'émotion passée, une fois le constat fait, il faut être critique à l'égard de nous-mêmes. Vous donnez l'impression que cette opposition n'a fait que du bien et n'a fait que de bonnes choses. Mais il faut avoir le courage de le dire, cette opposition a fauté dans beaucoup de choses. Lorsque dans votre éditorial, vous-même vous contredisez même sans le savoir. Vous dites que vous aviez dit dès le départ que voilà, pourquoi est-ce que dans un État démocratique on doit tirer sur, on doit gazer les gens, on doit réprimer les manifestations. Vous êtes ridicule quand vous dites ça. Est-ce que dans une démocratie on fait ça? Ça veut dire que nous ne sommes pas en démocratie. On n'est pas en démocratie. Moi je dis clairement que l'opposition togolaise n'est pas toute blanche dans cette histoire. Il y a des erreurs qui ont été commises. Je viens de vous donner tout le coup qui a été fait par la France pour écarter par exemple Jikris Olympio. Je ne dis pas que Jikris Olympio aurait probablement amené l'alternance au Togo, mais ce qui a été fait, c'est que cet homme, en fin de parcours politique, était plus dangereux qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'émasculer. Il faut l'écarter d'office. Et au travers de son éviction, il y a un autre travail qui a été fait au niveau du Ghana. Faure Gnassingbé s'était rendu à 2 reprises dans l'espace d'une année au Ghana. Ça veut dire beaucoup de choses. Si vous ne comprenez pas ça, bon, ça c'est votre problème. Mais sachez que nous respectons tous ceux qui sont sur le terrain, qui font beaucoup de choses. Nous avions fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la diaspora. Là où je vais en venir. Ça ne nous empêche pas d'être critiques à l'égard de nous-mêmes et de perfectionner notre façon de combattre ce régime, quoi. Rodrigue Pogli, malheureusement, le temps est contre nous. Il ne nous reste que 3 minutes. Alors, pour revenir encore sur cette élection contestée au Togo, alors pour vous, on ne devrait pas organiser une élection au Togo? Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, vous m'avez déjà interpellé ou bien interrogé à propos de cette question. Je ne dis pas qu'il ne faille pas organiser des élections. Les élections, c'est tout un processus. Mais si les conditions ne sont pas remplies, bon, moi, je dis que je ne peux pas empêcher les gens d'aller à ces élections. Mais aujourd'hui, la situation est telle que nous devons tirer toutes les conclusions. Si on choisit d'aller à ces élections, c'est à eux de venir nous dire maintenant pourquoi ils ont choisi d'aller à ces élections alors qu'ils savaient que les conditions n'étaient pas réunies, alors qu'ils savaient qu'il y a un travail qui n'a pas été fait sur le terrain, mais malgré tout ceci, ils ont choisi d'aller à ces élections. Mais ce qu'il faut, c'est que nous devons disposer de notre agenda à nous-mêmes.
L'agenda nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir nous-mêmes tout d'abord une lecture de la situation et après la lecture de la situation, savoir à qui nous avons affaire et maintenant définir notre plan d'action en fonction de ce que nous pouvons faire par rapport à nous-mêmes. Mais si nous continuons pas à marcher sur l'agenda du système, le système nous amène au bout. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit de passer par la Cour constitutionnelle. Parce que ce sont les instances qui ont été mises en place par cet État dictatorial et tyrannique. Et si vous passez par là, vous allez voir que les décisions de ces institutions vont s'imposer à nous. Donc il faut sortir de là pour faire autre chose, quoi. Donc encore une fois, si les Africains croient que ils vont réinventer le monde, ils vont réinventer la roue, ils vont passer par des raccourcis pour abattre les tyrannies, c'est tant pis pour eux. Moi, je ne m'inscris pas dans cela. De toute façon, l'histoire est là pour nous juger. Exactement. Rodrigue Poul, à un moment donné, on rendra compte de la voie qui a été la sienne, quoi. Rodrigue Pouldi, je vous rappelle à nos auditeurs que vous êtes secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Merci pour votre intervention. Une dernière chose. 30 secondes, parce que le temps est compté. Il dit de me passer, de me passer. Bon, écoutez, moi je ne suis pas là pour, On ne s'occupe pas de ce genre de choses. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de travailler pour résoudre les problèmes de notre pays et de notre peuple. Donc, dans cet esprit-là, nous devons comprendre que nous n'avons aucun allié et que les Occidentaux n'ont pas dépensé leur argent pour nous. C'est à nous de prendre notre situation en main. L'Afrique aux Africains. Voilà. Alors, merci encore une fois pour votre intervention dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous aurons largement le temps d'ici samedi prochain. Bonsoir chez vous. Merci. Fenêtre sur l'Afrique, stop et fin. Collaboration Romé Koudjodi depuis Bonn au micro, c'était Sylvain Amos. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure. D'ici là, portez-vous bien.